Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Mathias Fekl, ancien ministre et avocat, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova et pas avocat, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Des auditeurs m'ont interrogé sur l'absence de David Jayes autour de cette table, et j'aurais dû en effet vous informer que David, ayant été nommé rapporteur général du Conseil national de la refondation et ayant à ce titre intégré le cabinet du président de la République, a estimé, à juste titre, je crois, qu'il ne pouvait plus exprimer publiquement ses opinions sur l'actualité. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Nucléaire, un pari risqué ?» Il est ainsi chapeauté: faut-il relancer le nucléaire français? Si oui, à quelles conditions? À quel horizon? Notre pays a-t-il les moyens de l'ambition affichée par le président Macron, alors que ces derniers mois ont cruellement mis en lumière les faiblesses et les dysfonctionnements de son parc nucléaire? Si la France doit en priorité s'affranchir des énergies fossiles qui comptent encore pour les 2/3 de nos sources d'énergie, la question reste posée du meilleur mix envisageable, c'est-à-dire de la part respective optimale du renouvelable et du nucléaire. Une source d'énergie qui soulève des interrogations quant à son efficacité, à sa sécurité et à la dette morale envers les générations futures que représentent les déchets radioactifs. Nous mettrons en ligne mercredi la deuxième de nos conversations avec Doriane Moretus, comédienne et clown, membre de la compagnie Le Rire Médecin et de Clowns sans frontières. Le Rire Médecin travaille dans la durée et aussi dans la dureté des pathologies dont sont affectés les enfants. Clowns sans frontières donne des spectacles en Inde, en Tanzanie, dans les territoires palestiniens occupés et assure des ateliers de formation afin que des artistes locaux prennent le relais. Ces deux associations font face à des difficultés variées, souvent lourdes, qui vont de l'intolérance des religieux ou des politiques locaux à la pesanteur née de la gravité de l'état des enfants. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 5 février à l'école alsacienne et vous pouvez bien sûr vous y inscrire dès maintenant, comme vous pouvez, si vous allez sur notre site et que vous cliquez sur l'onglet « Lisez-nous », vous retrouvez directement sur la page qui vous permet de vous abonner à notre compendium et de le recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Commençons, non pas dans votre boîte aux lettres, mais dans votre boîte mail. On voit par là que j'accuse mon âge. Commençons par la question interne, celle des retraites et de cette réforme mal accueillie. Le 10 janvier, la Première ministre a présenté les différentes mesures de sa refonte controversée du régime des retraites. Le recul de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans d'ici à 2030 sera couplé à un allongement de la durée de cotisation qui interviendra plus rapidement que prévu. Il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Ce nouveau système actera par ailleurs l'extinction des principaux régimes spéciaux. Le minimum de pension sera relevé à 85% du SMIC net, soit près de 1 200 € par mois dès cette année, pour les futurs retraités ayant une carrière complète, mais aussi pour ceux d'aujourd'hui. Un dispositif carrière longue sera préservé, et afin de favoriser le maintien au travail des seniors, le gouvernement veut créer un index senior. Concernant le facteur pénibilité, les 3 critères abandonnés en 2017, port de charges lourdes, posture pénible et vibrations mécaniques, devraient être réintégrés sous réserve d'un examen médical. Les périodes de congés parentaux seraient désormais prises en compte. Selon le ministre de l'économie, cette réforme des retraites pourrait rapporter 17,7 milliards d'euros aux caisses des retraites d'ici à 2030 et créer 100 000 emplois d'ici à 2025. Selon ces calculs, l'exécutif disposera d'une cagnotte de 4 milliards 200 millions d'euros pour financer des mesures d'accompagnement dont quelques 3 milliards 100 millions serviront à financer les départs en retraite anticipés pour inaptitude ou invalidité. Plus de 2/3 des Français, 68%, sont défavorables au report de l'âge légal même à 64 ans, selon un sondage IFOP pour Fiducial. Dès l'annonce du plan, les dirigeants des 8 grands syndicats
ont appelé avec succès à une première journée de grève et de manifestation, c'était jeudi dernier. Les organisations syndicales sont opposées à tout relèvement de l'âge légal, estimant qu'il affecterait surtout les plus modestes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont déjà leur trimestre à 62 ans. La droite, qui avait affirmé être prête à soutenir une réforme des retraites à quelques conditions, s'est dite satisfaite d'avoir été entendue par le gouvernement, notamment quant à la chronologie du report de l'âge de départ à la retraite et à la revalorisation des petites pensions. Le syndicat patronal, le MEDEF, a salué les décisions pragmatiques et responsables, tout en se disant opposé au principe d'un index senior. Pour le leader de la France insoumise, la réforme Macron-Borne est une grave régression sociale, tandis que le premier secrétaire du Parti communiste a dénoncé un projet brutal de recul de l'âge de départ en retraite. La présidente du Rassemblement national a fait part de sa détermination pour faire barrage à la réforme injuste des retraites présentée par la première ministre. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Ce sujet est tout à fait représentatif, me semble-t-il, d'abord de la difficulté que nous avons à construire des choix collectifs en France. Là, c'est vraiment un cas exemplaire. Tout d'abord, on avait une réforme qui avait été mise en place sous le quinquennat de François Hollande, dite Touraine, du nom de Maréchal Touraine, qui était ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a montré à l'époque un chemin d'évolution du système de manière équilibrée et qui, malgré des oppositions, a finalement pu se faire et a été acceptée. C'était équilibré parce qu'elle jouait sur plusieurs touches du piano, si je puis dire. L'allongement progressif de la durée de cotisation, qui était programmé. Il y avait eu aussi une part d'augmentation des cotisations aux retraites pour les entreprises, et puis un effort aussi de la part des retraités. Or, on n'a pas poursuivi dans cette voie qui a montré qu'un chemin était possible. Pourquoi ne pas avoir poursuivi sur cette voie du consensus qui était tracée ? Il y a eu un deuxième échec, c'est que pendant le premier quinquennat Macron, une tentative de refonte beaucoup plus ambitieuse du système avait été envisagée, avec un haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a mené de longues négociations pour une réforme d'ensemble, dit le système à points, peut-être compliqué à comprendre et à expliquer, mais qui avait quand même donné lieu à un travail important, mais qui n'a pas débouché sur un consensus, notamment parmi les acteurs sociaux. Et donc, par opposition, on arrive maintenant à un projet qui n'a pas pris le temps de la concertation, qui n'équilibre pas les efforts, et qui joue sur un seul paramètre, contrairement aux autres possibilités qui étaient envisagées, c'est-à-dire, comme vous l'avez résumé, Philippe, la durée de cotisation et l'âge de départ, ce qui va peser essentiellement sur quelques générations qui sont aujourd'hui proches de la retraite, et parmi ces générations, en particulier sur les salariés modestes. Donc, on arrive par la mauvaise méthode à une situation de risque de blocage. Maintenant, deuxième remarque, je dirais d'un point de vue politique, cette réforme représente aussi un défi important parce que peu d'acteurs politiques peuvent en sortir gagnants et collectivement, je ne sais pas comment on va en sortir gagnant. On voit bien avec les manifestations de jeudi que les syndicats essayent avec leur mot d'ordre, de retrouver la confiance des salariés à travers leur gestion de la protestation, en montrant qu'ils peuvent organiser une contestation qui pourrait déboucher sur des résultats et donc requalifier l'action syndicale et retrouver le lien avec les salariés qui est distendu au moins dans pas mal de professions. Donc il y a un enjeu important pour les syndicats, montrer qu'ils sont capables de gérer la protestation correctement et de faire évoluer, voire de faire échouer en réalité, parce qu'il n'y a pas grand-chose à négocier, le projet du gouvernement. D'un autre côté, d'un point de vue politique, l'ambition réformatrice du président de la République va être mise en cause. Dans son identité politique, depuis le début, il y a l'idée que un certain nombre de statu quo défavorables au pays et aux Français doivent être bousculés. Mais ici, il risque de déboucher sur une impasse et donc sur
la suite du macronisme après Emmanuel Macron. Parce que s'il échoue à mener à bien ce projet, il va être en tant que président paralysé, il ne pourra plus vraiment mener de projets ambitieux et ça va ouvrir de façon prématurée la compétition pour sa succession. Et s'il passe en force, il va faire basculer le macronisme de façon très nette sur la droite. Parce que ce projet de réforme, en fait, on peut se demander pourquoi cette question de l'âge de départ est devenue aussi centrale dans le projet du gouvernement, alors que, comme je l'ai dit, on pouvait jouer comme auparavant sur la durée de cotisation sans imposer cette espèce de symbole de l'âge de départ. Pourquoi est-ce que l'âge de départ a une importance aussi centrale dans ce dossier ? C'est parce que c'est un marqueur d'une réforme de droite, parce que le Parti conservateur demande le rétablissement d'un âge légal depuis des années et des années. Et donc, c'est vraiment le marqueur d'une réforme de droite, et en plus du manque de justice sociale dans le détail des dispositions. Donc, il y a un déséquilibre du en même temps macroniste qui est mis en place, et ça va peser énormément, quelle que soit la suite, sur l'identité du macronisme. Je dis juste un dernier mot, c'est que du point de vue des équilibres politiques généraux, on peut être inquiet aussi de l'absence de contre-proposition à gauche à cette réforme. Soit on a à gauche un très large déni des problèmes. On entend des économistes de gauche dire oh, 15 milliards de déficit pendant 20 ans, c'est pas vraiment un problème. Bah si, c'est quand même un problème. Et il faut bien le prendre en face. Et puis, une absence, enfin, il faudrait, ou alors si ce n'est pas un problème, il faudrait expliquer comment on finance autrement et comment on retrouve un équilibre. Et si vous voyez le projet de la France Insoumise, par exemple, c'est un retour à 60 ans pour tout le monde. Et quand on leur demande comment ils financent ça, j'ai eu l'occasion de poser la question à une députée LFI récemment, la réponse, c'est qu'avec leur programme économique, la France sera dans une telle prospérité que la question du financement des retraites ne se posera même plus. Donc là, on est dans simplement de la pensée magique. Et donc, c'est assez préoccupant le fait qu'on ne voit pas de scénario politique alternatif. Michaela Wiegel. Oui, tout d'abord, vu d'Allemagne et je pense de beaucoup d'autres pays d'Europe, cette démonstration de force des syndicats et de la gauche et aussi du Rassemblement national dans l'opposition à cette réforme se vit un peu comme si la France était une île, parce que partout ailleurs en Europe, on a adapté déjà l'âge de la retraite à l'évolution démographique. Et la France, l'évolution démographique ne fait pas exception. On l'a vu, la natalité, le taux des naissances est chuté à son plus bas niveau depuis 1946, l'année dernière. Et donc, on voit bien que les naissances d'aujourd'hui, ce sont les actifs de demain et ce sont ceux qui doivent financer le système de retraite par répartition. Et il y a une espèce de déni français face à ces chiffres. Alors, je voulais parler aussi de la crise démocratique qui, à mon avis, s'exprime parce que on a tous vu qu'il y a eu très peu de propositions concrètes dans le programme du candidat Macron l'année dernière. Mais s'il y avait une proposition concrète que tout le monde avait pu entendre, c'était il faut travailler plus longtemps. Il a même avancé l'âge de 65 ans. Donc, il y a eu une validation de son mandat, de son deuxième mandat par les urnes. Et j'avoue que ça me laisse un
un peu songeur que, en quelque sorte, on dit oui, on l'a réélu, mais on avait voulu oublier cette promesse électorale. Et deuxièmement, la question du temps de la concertation. Alors on dit il n'y a pas eu de temps de concertation, mais j'ai l'impression il n'y a eu que de la concertation ces dernières années. C'est-à-dire il y avait l'autre réforme pour laquelle vraiment pendant une période inouïe on s'est concerté pour finalement aboutir à rien. Et là, ça fait déjà presque un an que le gouvernement est en place. Et pendant tout ce temps, il y a eu une concertation. Je crois, il faut dire, il y a concertation, mais il n'y a pas possibilité d'arriver à des compromis. Et je crois que c'est ça qui est inquiétant en vue de la situation. Alors, côté européen, cette réforme marquera effectivement la capacité du président Macron d'être crédible comme un leader européen, parce que s'il n'arrive pas à réformer et à mettre sur des bases plus saines le financement du système des retraites, parce que c'est de ça qu'il s'agit, effectivement, toute sa crédibilité va être épuisée et toutes ces idées qu'il a pour l'Europe n'auront aucun impact parce qu'on regardera toujours le blocage français. Donc, il joue très, très gros. J'avoue que je suis assez étonnée de dire que l'âge de la retraite est un marqueur politique de droite, puisque ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire quand on s'approche de la rationalité, de l'espérance de vie, des chiffres démographiques, on ne devrait pas associer l'âge d'entrée de la retraite avec un parti, un camp politique. Et d'ailleurs, je rappelle que les premiers ajustements en Allemagne étaient faits par un gouvernement social-démocrate. Et en Allemagne, en 2030, juste pour le rappeler, l'âge de la retraite va être 67 ans. Donc, avec 64 ans, la France sera toujours 3 ans arrière le système allemand. Et je pense en Italie, en Espagne, on a aussi l'âge de la retraite plus élevé que 64 ans. Donc, un dernier point, c'est, je crois qu'on ne peut pas demander une harmonisation en Europe tout en s'excluant de cette harmonisation dans son propre pays. Donc, ou alors, c'est vraiment une sorte de vote Brexit, pas d'autre moyen quand une majorité de Français, comme l'indiquent les sondages, refusent en quelque sorte les perspectives financières qui sont indéniables. Matthias Feckel. Alors moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc-Olivier sur l'analyse de la réforme en tant que telle. Et je pense que, comme le dit une étude de Terra Nova, une autre réforme était possible qui jouait sur différents paramètres. Et en particulier, un sujet qui me semble important, c'est la contribution des retraités eux-mêmes. Quand vous regardez aujourd'hui en moyenne, il y a des retraités très pauvres, il ne s'agit pas d'aller taper dans leur caisse à eux, mais vous regardez les différentiels de vie entre les actifs et les retraités, il y avait certainement un sujet là aussi à regarder, un sujet de justice intergénérationnelle. C'est un peu contre-intuitif par rapport aux images qu'on peut avoir de la retraite, mais enfin, ce sont la réalité des chiffres aujourd'hui. Et puis, on est très loin quand même de la grande ambition réformiste et transformatrice qui était affichée au départ, avec toutes les concertations précédentes, mais qui concernaient un tout autre projet. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme des concertations sur l'actuel projet qui est extrêmement, extrêmement différent. Alors moi, je voudrais insister sur la question institutionnelle et démocratique aussi qui a été abordée parce qu'elle me semble fondamentale sur deux volets. Le volet du dialogue social et le volet du dialogue plus politique. Sur le dialogue social, d'abord, il y a quand même un sujet à la fois de responsabilité de certaines centrales syndicales, ça c'est indéniable, mais aussi de comportement du pouvoir envers les syndicats les plus responsables. Je pense qu'il est extrêmement dangereux
de ne pas associer davantage les syndicats qui assument la nécessité de réformer notre pays à la conduite des politiques publiques. Parce que ça conduit à quoi à la fin ? Ça conduit d'abord à un débordement par la base. La grève qu'on a connue à la SNCF au mois de décembre, c'est exactement caractéristique de cela. C'est pas une grève qui a été orchestrée par les syndicats, c'est une grève qui est partie de quelques centaines d'individus et qui ont réussi à mobiliser très fortement. Et dans la période qui s'ouvre, je vois un risque très fort là-dessus. Si on écarte certains des syndicats qui veulent et qui ont des propositions, à ce que finalement on soit dans un mouvement, alors pas de gilets jaunes, ça sera différent, mais d'un mouvement incontrôlé, incontrôlable et qui serait extrêmement préjudiciable. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la question institutionnelle. Et Michaela a soulevé une question essentielle qui est la réforme a-t-elle ou non été validée au moment de l'élection présidentielle. Et moi là-dessus, j'ai un avis non pas partagé, mais très nuancé. C'est-à-dire que le président de la République est légitime, il a été réélu et il n'y a pas de débat là-dessus. Si on ouvre ce débat-là sur la légitimité du président en tant que tel, on est au Brésil, on est aux États-Unis sous Trump, et c'est extrêmement dangereux à un moment où nos démocraties libérales sont attaquées dans leur essence même. En revanche, peut-on dire que cette réforme ou n'importe quelle autre proposition d'ailleurs a été validée alors qu'on était dans un contexte politique d'abord d'absence de campagne présidentielle en raison de la guerre en Ukraine ? Et puis ensuite, d'un face-à-face avec le Rassemblement national et la candidate d'extrême droite, auquel énormément d'électeurs raisonnables ont voulu faire barrage. Et le président réélu a lui-même dit le soir de sa réélection, je sais très bien que je suis là, non pas parce que mes idées ont été validées, je ne sais pas exactement, mais enfin c'était l'idée, mais parce que les gens ont voulu faire obstacle à ce qu'il y avait en face de moi. Alors d'ailleurs maintenant, ce que j'ai proposé à l'époque a été validé, me semble complexe, et donc on touche là vraiment les limites de notre régime institutionnel tel qu'il est aujourd'hui, avec une absence totale de lieu au-delà de l'élection présidentielle pour valider des choix, se les faire approprier, faire que des courants représentatifs de ce qu'est la France aujourd'hui puissent en bonne intelligence débattre et trouver les solutions et les décisions qui sont bonnes pour le pays. Nicolas Bavrez. C'est vrai que la première question, c'est de savoir à quoi sert cette réforme et si elle est vraiment nécessaire. Et pour moi, elle l'est parce que un régime de répartition ne peut pas tolérer le déficit. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent implicitement, on ne cotise pas pour sa retraite. On cotise pour payer la retraite des retraités d'aujourd'hui. Et c'est une énorme ambiguïté parce qu'en fait, implicitement, les gens appliquent un raisonnement comme si on était dans de la capitalisation. Et donc, la répartition, ça ne peut pas donner lieu à déficit. Et ensuite, contrairement à la santé qui est très compliquée, la retraite, c'est assez simple. C'est que ça dépend de deux grands paramètres. Michaela en a rappelé un, c'est la démographie. La démographie, elle était plutôt favorable, elle devient défavorable. La natalité recule très rapidement, 723 000 naissances alors qu'on en avait habituellement 800 000, 1,8 enfants par femme aujourd'hui. Et donc pour les retraites, avec le vieillissement de la population, c'est implacable. On avait 4 actifs pour en retraiter en 1975, on avait 2 actifs pour en retraiter en 2004, on en a autour de 1,7 aujourd'hui, on en aura 1,5 en 2040. Le deuxième critère, c'est la productivité, parce que la productivité détermine la croissance. Et là aussi, les choses ne sont pas brillantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur durée un peu longue, l'économie française, elle tourne avec des gains de productivité de 0,7% par an. C'est plutôt optimiste. Donc, en réalité, on a moins de 1% de croissance à long terme. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut équilibrer le système. Et de fait, il est en déficit. Et il est en déficit sérieux, durable et prolongé. C'est 13,5 milliards en 2030. Donc, c'est pour cette raison, sauf à spolier les jeunes générations, mais dans des conditions extravagantes, parce que eux n'auront pas de retraite de fait si on continue comme ça, qu'il faut absolument faire bouger le système. La deuxième raison ensuite, c'est qu'aujourd'hui on a un pays, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on a des finances publiques qui sont extrêmement fragiles et un problème de crédibilité financière vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de nos partenaires européens qui eux effectivement ont tous un âge de la retraite entre 65 voire 69 ans. Donc cette retraite,
Cette réforme, elle est donc tout à fait nécessaire et en réalité, elle est plutôt inachevée. Parce que d'abord, avec l'argent qui est redistribué, en fait, on n'a pas d'équilibre financier en 2030. On a fait un tour de passe-passe pour aller récupérer 600 millions d'euros sur le régime des accidents du travail qui est théoriquement excédentaire. Et puis, il y a le milliard de réévaluation des petites pensions pour les retraités actuels qui n'est pas financé non plus. Sur les inégalités, la fonction publique, en réalité, n'est à peu près pas touchée. Les régimes spéciaux, soi-disant, disparaissent, mais c'est en 2065, ce qui est extravagant. Et le travail des seniors, on l'a dit, l'idée de créer un index, il y a un vrai thème et une vraie importance du travail des seniors, mais c'est pas avec un index qu'on va régler quoi que ce soit. Donc, vous voyez, cette réforme, en réalité, et donc, l'espèce de le psychodrame qu'on rejoue éternellement sur une réforme qui, en réalité, est une réforme plutôt qu'on peut trouver habile sur le plan technique, parce qu'on a cette espèce de mélange des mesures d'allongement ou de relèvement, et par ailleurs beaucoup d'argent qui est redistribué. Donc on essaie d'acheter cette réforme, mais en réalité, elle n'est pas très efficace. Et donc l'espèce de grand soulèvement autour est assez paradoxal. Alors la dernière chose, c'est qu'effectivement, parce que c'est une part du contrat social du pays, parce qu'il y a une charge politique considérable. C'est vrai que c'est un test qui va être important. On l'a dit, le test, il est pour le président de la République. Et je crois que, comme il a été dit, le président de la République est dans une position difficile pour deux raisons. D'abord parce que cette réforme, en réalité, c'est l'inverse de celle qu'il avait proposée en 2019. Et il ne s'est jamais expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait changé d'avis. La deuxième chose, c'est que, de fait, l'idée du mandat, en réalité, elle ne tient pas beaucoup parce que il y a eu l'élection présidentielle et ça a été dit. Le deuxième tour a été d'abord un vote hostile à Marine Le Pen. Et surtout, ensuite, il y a eu cette circonstance inédite où le président de la République s'est retrouvé sans majorité parlementaire, avec un déficit très lourd. Et là, le thème a été discuté pendant l'élection législative. Lui-même a commencé à varier en passant de 65 à 64 ans. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de clarté de ce point de vue-là. Le test, il est ensuite sur la capacité, effectivement, à réformer ce pays, qui est quand même en train de décrocher à une allure maintenant assez inquiétante. Et effectivement, c'est un test vis-à-vis de des partenaires européens. Il est certain que si la France n'arrive pas à faire le minimum de changements qui permettent d'éviter son explosion financière, on va aller devant des problèmes graves. Je rappellerai simplement pour terminer que parmi les éléments qui expliquent l'explosion financière de la Grèce, le premier, c'était les retraites, qui représentaient 18 à 19% du PIB. Donc nous, on est à 14%. Évidemment, c'est pas la situation de la Grèce, mais c'est quand même 2 points de plus que la plupart et que la moyenne européenne. Donc voilà un peu et voilà pourquoi il faudrait effectivement essayer de sortir de cet écart entre un système qu'il faut absolument rééquilibrer, une réforme qui en réalité est plutôt en dessous de ce qu'il faudrait, et une charge politique qui est peut-être, en tout cas, un combat politique qui va être très rude. Un mot en rebond sur ce qu'a dit Mathias. Je m'interroge sur le républicanisme de beaucoup, pour ne pas dire de tous les animateurs de plateaux de radio et de télévision, qui laissent dire sur leur plateau que le président de la République est illégitime au motif que c'est contre Marine Le Pen qu'on a voté et pas pour lui. Ça, c'est pas du bolivarisme, c'est du bolsonarisme. Et je pense qu'il serait temps que ces importants messagers entre les acteurs et l'opinion publique se ressaisissent. Marc-Olivier Padis. Je voudrais juste faire deux remarques. Tout d'abord, il y a une différence importante entre concertation et négociation. En fait, il y a eu de la concertation au sens où on a interrogé notamment les partenaires sociaux pour savoir comment ils se situeraient par rapport à un projet de réforme, etc. Mais une négociation, c'est quand le texte de la réforme est sur la table et qu'on négocie ligne par ligne. Or, le texte de la réforme, on ne le connaît que depuis
une dizaine de jours. Et donc, les partenaires sociaux avaient été consultés, en fait, sur quelque chose qui n'était pas fixé sur le papier. Et donc, et c'est uniquement maintenant que la négociation commence, mais dans un contexte compliqué. Et deuxièmement, par rapport à la remarque de Michaela aussi sur la question de l'âge de départ en retraite ne devrait pas être un sujet politisé ou idéologisé, parce que vous avez rappelé, les données objectives sont ce qu'elles sont. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut très bien maintenir une réforme qui s'intéresse d'abord à la durée de cotisation sans avoir besoin de fixer un âge légal de départ en retraite. C'était le point de vue de la CFDT qui a dit, nous, on pense qu'il y a besoin d'une réforme des retraites pour équilibrer, mais on n'a pas besoin de cet âge légal. Pourquoi ? Parce qu'on passait à une... la réforme Touraine avait prévu, comme l'a rappelé Philippe, de passer de 41,5 années de cotisation à 43. Et donc, si vous avez commencé à travailler à 21 ans, plus 43, vous partez à 64 ans. Donc, aujourd'hui, c'est la réforme qui est proposée. Pour les gens qui ont commencé à travailler à 21 ans et après, ça ne les concerne pas. Ça ne va rien changer concrètement à leur situation. Et donc, ça va changer. Et c'est là l'inégalité de ce projet. Ça va changer la situation des gens qui ont commencé à travailler à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans. Et pour les gens qui ont travaillé très tôt, c'est-à-dire qui ont commencé à 15 ans, à 16 ans, François Chérec, qui était l'ancien président de la CFDT, avait négocié un dispositif carrière longue qui permettait, et qui est maintenu heureusement, de partir à 60 ans. Donc les gens qui ont commencé très tôt, ils vont continuer à partir à 60 ans. Les gens qui, ayant fait des études, s'étant formés un peu, sont rentrés plus tard sur le marché du travail, en fait, ne sont pas concernés par cette réforme. Et donc, la réforme, elle se concentre sur quelques classes d'âge qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui sont, sans entrer très très jeunes sur le marché du travail, sont rentrés quand même assez tôt sur le marché du travail, et qui vont porter l'essentiel de l'effort. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avions prévu d'aborder, celui de la relation franco-allemande. Dimanche, aujourd'hui, à Paris, on célèbre le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, la colonne vertébrale de la relation franco-allemande, signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer pour sceller officiellement la réconciliation entre nos deux pays. Cérémonie à la Sorbonne ce matin, Conseil des ministres franco-allemands à l'Élysée ensuite, celui-là même qui avait été reporté fin octobre sur fond de dissensions bilatérales et de glissement du cœur de l'Europe vers l'Est avec la guerre en Ukraine qui bouleverse l'équilibre du moteur franco-allemand. Les motifs d'incompréhension, voire de discorde, sont apparus depuis qu'Olaf Scholz a succédé à Angela Merkel en décembre 2021, notamment sur le prix du gaz, le nucléaire, le système de combat aérien futur ou la défense antimissile européenne pour laquelle Berlin prône une solution concurrente de celle de Paris. Emmanuel Macron n'a pas apprécié d'avoir été écarté de la visite du chancelier allemand à Pékin le 4 novembre. Il n'a pas non plus été informé à l'avance de la mise en place d'un plan d'aide allemand de 200 milliards d'euros pour compenser la crise énergétique. Olaf Scholz, de son côté, reproche au président français d'avoir tué dans l'œuf le projet de gazoduc MidCat, Midi-Catalogne, soutenu par Berlin. En matière d'énergie, l'Allemagne a choisi une politique de transition vers le tout renouvelable, couplée au gaz, tandis que la stratégie française repose sur le nucléaire, qu'Emmanuel Macron veut renforcer avec de nouveaux EPR. En août, à Prague, le chancelier a dessiné sa vision de l'Europe comprenant de nombreux points de convergence avec celle d'Emmanuel Macron, mais sans mentionner une seule fois l'axe franco-allemand. Derniers incidents en date, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de chars de combat légers à l'Ukraine le 4 janvier sans crier gare, conduisant Berlin et Washington à sortir du bois avec la même annonce le lendemain. Puis le 17 janvier à Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a détaillé la réponse de la Commission à l'Inflation Reduction Act américain, avec notamment la création d'un fonds commun pour soutenir les industries vertes et un assouplissement temporaire du cadre des aides d'État. Solution défendue par Paris, mais critiquée par Berlin. Afin de rapprocher les points de vue, après Olaf Scholz, les partenaires de la coalition allemande ont été conviés pour la première fois à l'Élysée et Elisabeth Borne a pris le chemin de Berlin le 25 novembre.
un groupe de quelques Françaises et Français, dont notre ami ici présent Matthias Fekl, a pris l'initiative de créer une académie franco-allemande de Paris, comme il existe une académie de Berlin depuis 2006. Matthias Fekl en a d'ailleurs été élu, porté sur le pavois, qualité de président. Il se murmure que le travail entamé à Paris en janvier pourrait aboutir à une visite d'État du président français en Allemagne l'été prochain. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, peut-on parler d'un divorce entre la France et l'Allemagne? Alors, je crois tout d'abord, pour arriver à un divorce, il faut avoir été marié, et je suis pas sûre que l'amitié et la coopération, comme le dit le traité qu'on s'apprête à célébrer en Sorbonne et à l'Élysée, et vraiment créer un couple, comme il se dit en langue française. En allemand, on parlait plutôt de moteur, ce qui est quand même beaucoup moins romantique. Je crois que la séparation, en quelque sorte, de la France et de l'Allemagne n'a pas commencé avec Olaf Scholz, même si elle est devenue plus visible, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais elle se manifeste surtout par un écart grandissant économique. Et je parle là sous le contrôle de l'ancien ministre du Commerce extérieur. Et je pense qu'il faut rappeler quelques chiffres. En 2009, on avait, entre la France et l'Allemagne, à peu près le même produit intérieur brut par habitant, autour de 29 000 €. Et aujourd'hui, en 2021, il est 6 000 € plus élevé en Allemagne, ce qui montre l'écart assez considérable. C'est la même chose pour l'endettement. En 2008, on était à peu près au même niveau, 66% pour l'Allemagne et 68% pour la France. En 2021, on est à 69% pour l'Allemagne et 113% pour la France. Donc, une explosion de l'endettement. Et dernier chiffre, et j'arrête là, la France et l'Allemagne étaient pendant des décennies les premiers partenaires commerciaux. Sauf que c'est toujours le cas pour la France, mais pour l'Allemagne, c'est la Chine désormais, les États-Unis et les Pays-Bas qui arrivent avant la France. Et je crois que ces trois marqueurs en disent long pourquoi il y a de plus en plus de non-réponse allemande vis-à-vis des idées françaises, puisque la crédibilité économique de la France est entamée, et ça se voit de plus en plus dans cette situation de guerre où, au-delà des freins naturels d'une nation qui, aussi sous l'influence française, il faut relire cet formidable essai de Joseph Rowan qu'il a écrit en octobre 1945, L'Allemagne de nos mérites, où il explique comment il fallait faire naître une Allemagne démocratique et pacifiste. Alors, au-delà de ces restrictions, auto-restrictions allemandes concernant l'exportation d'armes, il y a aussi la constatation que la France, qui se veut la première puissance militaire de l'Union européenne, elle est très limitée dans ses capacités militaires. C'est-à-dire, pour ce fameux fonds spécial de 100 milliards pour mettre à jour notre armée, la Bundeswehr, en fait, même si on le voulait, la majorité des armements disponibles sont aujourd'hui américains. Si on commande en France, il faut parfois attendre une décennie. Et on le voit aussi à la difficulté de la France de livrer des armes en Ukraine, même si la France a fait des grands efforts, on voit bien que les capacités de production sont incomparables avec ce que les États-Unis peuvent faire. Et donc, même si ça m'agace aussi de temps en temps, je vois dans la démarche allemande surtout un pragmatisme allemand de dire, dans cette situation de menace, on se tourne plutôt vers les États-Unis qui ont les moyens de vraiment nous aider. Monsieur le Président, Matthias Fekl.
Non, alors, cette initiative doit énormément à notre ancien ambassadeur en Allemagne, Maurice Gourdeau-Montagne, et à d'autres éminentes personnalités. Donc, je suis très honoré de participer, mais je tenais à rendre à César ce qui était à César. À Gourdon. Mais c'est une initiative parmi beaucoup d'autres, j'espère en tout cas, pour faire en sorte que la société civile et des personnalités d'horizons divers s'impliquent pour faire vivre cette relation. Parce que dans la relation franco-allemande, il y a deux niveaux. Il y a le niveau officiel, d'État à État, et puis il y a le niveau entre les deux sociétés. Et ce qui est triste, c'est qu'au cours des dernières années, les deux niveaux se sont en réalité affaiblis. Au niveau officiel, le traité de l'Élysée repose sur l'idée de concertation étroite à tous les niveaux, des chefs d'État et de gouvernement jusqu'aux fonctionnaires chargés de mettre en œuvre les politiques publiques. Alors, il y a beaucoup de concertations, il y a des échanges, il y a des conseils des ministres franco-allemands plus ou moins formels, dont globalement on se rend compte de l'existence, surtout quand on les annule, comme ça a été le cas en fin d'année dernière, mais qui sinon sont quand même des instances très ronronnantes. Il y a de moins en moins d'intégration des prises de décision sur les sujets stratégiques. Regardez les grands thèmes des dernières années, la crise migratoire, qui a été résolue sans réelle concertation, résolue d'ailleurs, pas du tout résolue, qui a été gérée sans réelle concertation. La question énergétique qui est majeure et pour notre économie aujourd'hui et pour résoudre le défi écologique demain, tout ça, c'est fait en parallèle, sans qu'il y ait au plus haut niveau de concertation suffisante, et ça date pas du tout de l'actuel quinquennat, attention, hein. C'est, je pense, quelque chose qui s'est installé sur plusieurs présidences. C'est extrêmement préjudiciable, parce que moi je suis d'accord sur tout ce qui a été dit, les insuffisances, les problèmes, les divergences d'intérêts, mais sur l'essentiel, nos deux pays doivent être alignés. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la question écologique. Est-ce qu'on va la régler avec des politiques énergétiques totalement divergentes ? Certainement pas. C'est les attaques contre la démocratie dans notre monde aujourd'hui. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai hors Union européenne comme en Grande-Bretagne, c'est vrai au Brésil. Bref, sur ces sujets totalement essentiels, si nos deux grands pays, les deux premières économies de l'Union européenne ne parlent pas d'un commun accord, il n'y a aucune chance qu'on soit entendu, de quelque manière que ce soit, des États-Unis ou de la Chine. L'extraterritorialité du droit, les sanctions, aucun d'entre nous n'est en mesure de le faire seul, ou alors l'effet sera complètement rikiki. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a besoin de ce moteur. Et d'ailleurs, quand on connaît la passion allemande pour les voitures, le moteur, c'est finalement plus un compliment qu'autre chose. Et il faut d'abord continuer à y croire. Moi, je vois aussi que les difficultés actuelles réelles, les divergences actuelles réelles, servent à beaucoup pour ressortir les vieux clichés, les des vieux préjugés qu'on n'entendait plus et qu'on entend à nouveau, y compris dans des voix très autorisées, comme aurait dit l'autre. Et tout ça est absolument navrant. Voilà. Donc, il y a besoin là aussi, de construire des compromis structurants. Et je veux dire un mot sur l'énergie, qui me paraît un des cœurs du sujet. Là, on touche à deux identités profondes. C'est-à-dire, le nucléaire est au cœur de l'identité française aujourd'hui. L'antinucléaire est au cœur de l'identité allemande telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on peut surmonter ça ? Aujourd'hui, c'est à l'évidence pas le cas. Avec ce paradoxe fou qu'un gouvernement à forte participation écologique va maintenant réactiver des mines de charbon et augmenter la production d'énergie carbonée. Mais moi, je suis convaincu qu'un compromis d'avenir est possible. Plus ou moins formalisé, plus ou moins assumé, mais sans le nucléaire, à court terme, à l'évidence, on n'y arrive pas. Et ça, c'est une certitude. Est-ce que pour autant, c'est un horizon indépassable ? Est-ce qu'il n'y a pas manière de mettre le paquet de manière substantielle sur les énergies renouvelables ? Pour autant, je pense aussi que c'est une voie importante. Le secrétaire général de l'ONU, ces derniers jours, a pris des positions là-dessus qui me semblent extrêmement innovantes, extrêmement courageuses. Et puis, tout dernier mot sur l'Ukraine. Là, à l'évidence, il y a besoin d'un leadership commun, parce que ce qui se joue en Ukraine, c'est aussi notre avenir, c'est aussi le positionnement face à la Russie, c'est aussi de mettre un terme à cette guerre, et c'est de préserver la démocratie en Europe. Rien de moins que ça, et donc là, chacun doit faire preuve de vision et de leadership. Nicolas Bavrez. Depuis la signature du traité de l'Élysée, et d'ailleurs dès la signature du traité de l'Élysée avec l'ajout par le Bundestag d'un préambule félon, il faut que vous en disiez plus. Voilà.
évidemment, à la colère du général. Cette amitié franco-allemande. Oui, le général de Gaulle avait dit à ce propos que les traités étaient comme les roses, c'est-à-dire que comme les jeunes filles et les roses. Les jeunes filles et les roses, et donc que leur durée de vie était limitée. Donc c'est dire que depuis le début, évidemment, cette amitié, elle a jamais été simple parce que les deux pays sont très différents par leurs institutions, leur culture et la manière dont la société fonctionne. Et elle a toujours connu des crises. Mais comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, ce qui a fait la relation et la qualité de sa relation exceptionnelle avec Helmut Schmidt, c'est qu'il disait sur 100 sujets, on n'est pas d'accord sur 80, il y en a 20 sur lesquels, a priori, on converge. Et c'est sur ces 20-là qu'on se concentre. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que il n'y a plus les 20% de thèmes sur lesquels on s'accorde. Et donc, les désaccords, ils sont majeurs et multiples, on l'a dit, et sur des thèmes absolument vitaux, l'énergie, la défense, avec donc l'achat des F-35, mais aussi le désaccord sur l'espace entre SpaceX et Ariane 6, sur la vision de l'Europe, et sur la guerre en Ukraine, sur le rapport aux États-Unis et la manière de réagir à l'IRA, ou sur la relation avec la Chine. Et derrière, c'est vrai que les deux dirigeants ne s'entendent pas, mais on sait que, par exemple, le début entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder a été tout sauf simple, et ensuite, ça avait changé. Donc, en fait, au-delà du rapport entre les dirigeants, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que derrière, on a la multiplication des chocs. On a deux pays dont les modèles sont en crise, puisque on parle à juste titre de la crise du modèle mercantiliste allemand qui était fondé sur l'énergie russe, sur les exportations vers la Chine et sur la dépendance aux États-Unis pour la technologie et la sécurité. Mais le modèle français, il est encore plus malade, c'est-à-dire que la décroissance par la dette publique, il est certain qu'on va toucher la fin avec la suppression de l'argent gratuit et illimité. Et surtout, ce qui est très compliqué, et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, les deux pays ne boxent plus dans la même catégorie. Donc, il y a une vraie divergence avec une surpuissance de l'Allemagne et qui va s'étendre maintenant également au domaine militaire. Il y a un décrochage de la France qui a été rappelé en termes de PIB par habitant, en termes de chômage, en termes de dette publique et évidemment en termes d'effondrement commercial avec 160 milliards d'euros. Ça fait 6 points de PIB de déficit commercial, ce qui est extravagant. Et ça se traduit aussi par le fait que, contrairement à ce qui a été dit par le président de la République, c'est la France aujourd'hui qui est complètement isolée dans le système européen. Elle est brouillée avec l'Italie, les relations sont tendues avec l'Allemagne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le modèle français ne fait pas l'admiration ni de l'Europe de l'Est, ni de l'Europe du Nord. Donc, il reste, la France n'est même pas le leader des pays du Sud de l'Europe, alors qu'elle est un des pays du Sud. Donc, tout ça pour dire que, pour en sortir, c'est vrai qu'il faut se concentrer sur quelques priorités. Donc, énergie, santé, défense, transition climatique, mais aussi le rapprochement des sociétés, culture, ça serait déjà pas si mal. Il faut chercher à avoir une vision commune de l'Union européenne, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la vraie solution de la crise profonde de la relation franco-allemande, la vraie solution, c'est de redresser la France. Et ça fait 40 ans qu'on attend. Marc-Olivier Palis. Oui, on parle du sujet aujourd'hui, mais on sent que c'est un sujet qui n'intéresse pas du tout à Berlin. En perspective de cet anniversaire du traité, moi j'ai pris quelques contacts à Berlin pour voir comment les gens réagissaient par rapport à ça. En fait, ça n'intéresse pas à Berlin. Il y a vraiment une asymétrie aujourd'hui dans l'investissement dans ce moteur ou ce tandem qui est très marqué. Et comme l'a dit Michaela, il y a une non-réponse allemande aux propositions françaises, mais il y a aussi un manque d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit, en fait, l'Allemagne à 3 sujets de réflexion très importants qui sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Et donc, elle n'a pas le temps, elle n'a pas la disponibilité, elle n'a pas l'intérêt pour
se préoccuper de cette relation franco-allemande qui est quand même célébrée de façon rituelle parce que symboliquement, ce serait difficile de ne pas le faire. Alors, pour éclairer l'allusion de tout à l'heure au préambule du traité, donc il faut rappeler qu'en juin 1963, le Bundestag a été appelé à ratifier ce traité de l'Élysée et qu'il l'a fait en rajoutant un préambule qui dit certes tout ça est très important, mais s'inscrit quand même aussi dans la perspective de la politique, des priorités de la politique allemande qui sont 1. L'Alliance Atlantique, 2. La réunification allemande, bon ça c'est fait, 3. L'unification de l'Europe et 4. Le développement du libre-échange. Et en fait, on en est un peu toujours là. C'est-à-dire que la relation atlantique, ça reste très prioritaire pour l'Allemagne. Son rôle au sein de l'Europe, très prioritaire. Et le développement du libre-échange pour une puissance exportatrice, c'est évidemment aussi prioritaire, même si aujourd'hui, comme l'a dit Nicolas, le retour du protectionnisme un peu partout pose un problème de fond pour l'Allemagne. Donc, retour du protectionnisme, crise sur l'énergie et question de sécurité, c'est quand même aussi 3 très gros dossiers pour l'Allemagne. Et donc, face à ce défi, on voit très bien, par exemple, Angela Merkel n'aimait pas de faire de grands discours de politique générale dans lesquels elle présentait sa vision pour l'Allemagne, pour l'Europe, etc. Olaf Scholz, qui par certains égards ressemble beaucoup à Angela Merkel sur son côté assez réservé, à titre personnel, s'est quand même déjà livré 2 fois à des exercices, disons, de prospective politique ou dans lesquels il livre sa vision. Il avait fait un discours à Prague sur le projet européen. Et puis, on peut consulter ce mois-ci, justement, un article de la revue américaine Foreign Affairs où Olaf Scholz présente sa réflexion sur The Global Zeitenwende, donc le changement d'époque global, où il dit, en fait, ce n'est pas un changement d'époque pour l'Allemagne, parce que son discours avait marqué quelques jours après le déclenchement des hostilités russes contre l'Ukraine le 24 février 2022. Il dit en fait non, c'est un changement global qui affecte tout le monde. Et dans ce texte, la France n'est pas citée. On voit qu'il y a un conseiller qui a rajouté à la dernière minute une ligne en disant bien sûr le tandem franco-allemand, mais qui est vraiment purement rhétorique. Et donc, on voit très bien que, enfin, en tout cas, on ne trouve pas aujourd'hui la place politique spécifique que peut apporter le moteur franco-allemand dans les projets politiques et les priorités politiques allemandes. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant que Russell Banks est mort il y a quelques jours et en disant que son ultime roman, Au Canada, est placé sous l'invocation d'un vers de Fernando Pessoa qui dit « Au souvenir de qui je fus, je vois un autre ». La vie du héros de Russell Banks, un documentariste révéré en raison de ses investigations percutantes, est-elle une imposture ? Et si oui, quelle imposture est-elle ? N'a-t-elle été qu'une longue cavale ? Et pour fuir qui ? Ou pour fuir quoi ? Au moment où la mort a déjà saisi presque tout son corps, Léonard Fife, que certains ont héroïsé parce qu'il avait déguerpi au Canada pour éviter la conscription, et donc la guerre au Vietnam, Léonard Fife veut répondre à ces questions et démêler ce qui fut mystification de ce qui fut le véritable Léonard. Mais est-ce le refus de la guerre qui l'a conduit à abandonner femme et enfants ? Son affaiblissement lui permet-il encore de se souvenir, ou les médicaments qui l'aident à maintenir un souffle de vie dans sa carcasse le conduisent-ils à battre la campagne ? La boîte aux souvenirs peut se révéler être une boîte de Pandore, et en tout cas l'ultime roman de Russell Banks se révèle une recherche poignante de la trace que nous gardons de nous-mêmes à nos derniers moments, et de celle que nous laisserons après nous. Marc-Olivier Padis. Je voudrais présenter un livre tout à fait original qui s'appelle « Boulevard de Yougoslavie », publié aux éditions Inculte par 3 romanciers, Arnaud Bertina, Mathieu Larnaudy et Olivier Roux. C'est déjà assez inhabituel d'avoir une écriture à 3 pour un roman. Mais ce projet est lié à une invitation à Rennes où les 3 écrivains ont été invités à recueillir la parole des habitants confrontés à un projet de vaste rénovation de leur quartier résidentiel construit dans les années 60, à l'époque où on faisait des grands immeubles, des grands ensembles, et qu'il faut aujourd'hui largement rénover. Et
devant la fronde suscitée par le projet de rénovation commandé par la mairie à une agence d'urbanisme, tout le monde prend conscience du fait qu'il faut réussir à écouter vraiment les habitants. Et c'est ça la question du roman, c'est quoi écouter vraiment les habitants? Quels habitants? Ceux qui ne veulent jamais prendre la parole. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre la parole? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de les écouter? Comment on va les chercher? Et c'est toute cette investigation littéraire où on sent qu'il faut un talent de plume particulier aussi pour restituer cette réticence et cette difficulté des gens à parler de leur vie, de leurs difficultés, de leurs aspirations. Et donc, à une époque où on parle beaucoup de démocratie participative et de concertation, ce livre est vraiment une très belle contribution pour montrer la complexité du recueil et du respect de la parole des habitants. Michaela Wiegel. Oui, j'avais à cette place déjà alerté sur les chiffres préoccupants des élèves qui apprennent l'allemand en France, qui sont en chute libre. 70% des places pour des professeurs d'allemand n'ont pas été dépourvues l'année dernière, manque de candidats. Et maintenant, on a les chiffres d'Allemagne qui sont guère plus réjouissants. Il n'y a plus que 15,3% des élèves allemands qui apprennent le français, qui reste quand même, à la différence de la France, la deuxième langue étrangère derrière l'anglais. Mais l'espagnol est en train de monter en puissance, 5,9%. Et une particularité allemande, le latin reste à 6,4%. Ce chiffre global cache des disparités et c'est probablement ma note un peu d'espoir. La SAR, qui a une stratégie pour le français très offensif, a encore 51,2% des élèves qui apprennent le français, pardon. Donc, on voit bien que s'il y a une volonté politique, on peut faire remonter les chiffres parce que le voisin, la Rhénanie du Nord-Westphalie, le chiffre est à 11,5%. César M. Legato, ça de la crème et au rhum. Mathias Feckel. Je voudrais parler du livre Cuba, une histoire de l'île par sa musique et sa culture, de Marcel Quiévéré, avec une préface de Philippe Lançon. Marcel Quiévéré, sur France Musique, avait il y a quelques années fait une série qui s'appelait Cuba, la musique et le monde, dans une 60aine d'épisodes absolument remarquables. Et donc, c'est la poursuite de ce travail à travers un livre à l'iconographie magnifique. Et donc, pour tous ceux qui aiment ce pays, ils y verront que c'est un pays de haute culture, avec des influences extrêmement diverses, des Caraïbes bien sûr, des influences européennes, africaines, chinoises, américaines, nord-américaines comme sud-américaines. Et c'est un livre magnifique. Je voudrais ajouter simplement que le micro dans lequel je parle, cher Philippe, est manifestement de fabrication allemande. Donc le nouvel esprit public contribue à notre déficit commercial, mais surtout, il est d'une marque qui s'appelle König und Meyer, c'est-à-dire roi et Meyer. Le roi Meyer, pour ceux qui en doutaient encore. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils mettent König avant Meyer, mais ça ne fait rien. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander la lecture du livre de Dominique Schnapper, La relation à l'autre, qui éclaire le débat entre universalisme et les identités, en reparcourant l'histoire de la sociologie et en mettant ce grand débat à la lumière un peu des traditions nationales. Donc, Durkheim avec l'intégration républicaine, Max Weber avec le débat entre communauté et société, le Royaume-Uni avec la tradition impériale, et puis les États-Unis avec évidemment l'ombre portée de l'esclavage et de la ségrégation. C'est un livre qui est passionnant sur ce grand débat et qui est aussi un livre qui souligne le danger des dérives identitaires pour la démocratie et pour sa vocation universaliste. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium auquel vous pouvez vous abonner en vous rendant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Lisez-nous », Nicolas Tourneau qui veille
à notre site, précisément. Olivier Magloire, qui lui veille à la plateforme et à toutes les questions qui se posent autour du financement. Matteo Gillet, qui a enregistré cette émission, non pas dans un sanatorium, qu'on pourrait croire, mais au studio de l'arrière-boutique. Et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui produisent cette émission. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième conversation avec Dorian Moretus, clown et artiste de rue. Et puis dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public, tout en vous rappelant que c'est le 5 février que vous pourrez venir à l'école alsacienne pour notre prochaine émission en public.